En 1996, quelqu'un a commencé à siphonner en secret des données sensibles du Pentagone, de la NASA et de laboratoires nucléaires américains, sans que personne ne comprenne comment. Et si cette opération, baptisée plus tard Moonlight Maze, avait silencieusement changé pour toujours l'histoire de la cyberguerre? Dans le froid tendu de l'après-guerre froide, le monde retient encore son souffle. Les chars se taisent, les missiles se figent dans leurs silos, mais sous la surface, une autre armée s'éveille. En décembre 1991, l'Union soviétique se dissout, empire brisé, drapeau rouge arraché du Kremlin. Pourtant, rien ne disparaît vraiment. L'ombre reste. Les services, les casernes invisibles, les oreilles et les yeux de l'ancien régime se reforment dans un nouvel écrin, la Fédération de Russie. Même ville, nouveaux insignes. Même bâtiment, nouvelles promesses. Le cœur du renseignement soviétique ne meurt pas. Il change de nom, de masque, de méthode. Il apprend à vivre dans un monde sans rideaux de fer, mais avec des câbles de verre. À l'ouest, un autre réseau s'étend. Invisible, tentaculaire, fait d'impulsions électriques et de lumière. Au milieu des années 1990, Internet cesse d'être un jouet d'universitaire. Il devient un fleuve. Les campus s'y jettent, les laboratoires y plongent, les agences fédérales y trempent leurs données, sans mesurer encore la force du courant. Les États-Unis connectent entre eux universités, centres de recherche, réseaux gouvernementaux et militaires. Les lignes s'entrecroisent, les routeurs clignotent dans des salles climatisées où des hommes veillent, confiants. Unix règne sur ces machines robustes, austères, forgées pour la science et la guerre. Le protocole TCP/IP relie les continents, ouvre les portes entre les bases militaires, la NASA, le Department of Defense, les laboratoires de l'énergie. La recherche voyage, les plans circulent, le savoir glisse sur des fibres obscures. Mais cette interconnexion est une promesse à double tranchant. La dépendance croît. Les systèmes Unix deviennent des épines dorsales de la puissance américaine. La défense, l'énergie, l'espace, l'administration fédérale s'y appuie. Les comptes s'accumulent, les accès se multiplient. Les mots de passe se tapent à la hâte, souvent en clair, envoyés comme des cartes postales dans une nuit peuplée de regards invisibles. Une nouvelle frontière s'ouvre, et les États-Unis l'abordent sans doctrine, sans loi gravée, sans stratégie claire. Chacune de leurs agences avance seule, avec ses ingénieurs, ses pare-feux improvisés, ses correctifs tardifs. Le Department of Defense surveille ses propres flancs. Le Department of Energy protège ses laboratoires, la NASA défend ses missions, chacun dans son couloir. Il n'existe pas encore de grande parole fédérale sur la cybersécurité, pas de bannière unique pour rassembler les défenses. Les techniciens montent la garde, mais aucun général ne commande encore cette armée nouvelle. À partir de 1995, des murmures commencent à remonter des sous-sols universitaires. D'étranges traces apparaissent dans les journaux systèmes. Des connexions qui ne devraient pas exister. Des comptes qui se connectent à des heures improbables, depuis des lieux impossibles. On croit à des erreurs, à des maladresses. Mais les anomalies se répètent. Sur des systèmes Unix ouverts au monde, des intrus se glissent comme des voleurs silencieux. Des universités, des laboratoires de recherche, des réseaux liés à la défense commencent à sentir un souffle étranger sur leur nuque. Les premiers administrateurs voient défiler des commandes qu'ils n'ont pas tapées. Ils découvrent des fichiers inconnus, des programmes dissimulés dans des recoins du système. Ils surprennent des outils aux noms techniques, des sniffers, qui, comme des filets posés sur le fleuve numérique, capturent en secret les mots de passe qui passent en clair sur le réseau. Les identifiants des chercheurs, des officiers, des ingénieurs tombent dans des mains invisibles. Les intrus rebondissent de serveur en serveur, effaçant leurs pas derrière eux.
Ils entrent par un compte compromis, puis par un autre, puis par un troisième, jusqu'à ce que nul ne puisse dire où commence le chemin. Des connexions en rebond se dessinent. Un itinéraire en zigzag, à travers des serveurs universitaires, des machines académiques, parfois même des pays entiers. Des points de passage se transforment en relais, des systèmes honnêtes en tremplins involontaires. L'ombre se faufile à travers des machines qui n'ont rien demandé, qui ne savent pas qu'elles servent désormais un autre maître. Les incidents se multiplient, et les premiers appels montent vers les instances militaires. L'Air Force Office of Special Investigations, l'AFOSI, entre en scène. Les enquêteurs de l'Air Force se penchent sur des systèmes de recherche liés à la défense. Ils découvrent les mêmes signatures, comptes volés, outils de capture, transferts étranges. Les équipes de sécurité du Department of Defense joignent leurs forces. Des spécialistes fouillent les entrailles des systèmes Unix, traquent les failles dans les démons réseaux, ces services qui parlent sans cesse au reste du monde. Ils trouvent des vulnérabilités anciennes, connues, documentées, mais jamais corrigées. Des correctifs existent, mais n'ont pas été appliqués partout. Par négligence, par retard, par ignorance. Les intrus, eux, le savent. Ils exploitent ces brèches comme des portes laissées entr'ouvertes. Les mêmes failles reviennent, encore, encore, encore. Une logique apparaît. Rien n'est laissé au hasard. C'est une chasse méthodique, patiente, qui progresse de système en système, de base de données en base de données. Les institutions américaines commencent à s'organiser. Dans les salles closes de la NSA, au cœur d'installations sans fenêtres, des analystes suivent les flux, les paquets, les traces feintes d'un adversaire qui ne tire aucune balle, mais frappe pourtant au cœur des secrets. La National Security Agency, gardienne des communications, prend sa part. Elle surveille des réseaux entiers, décortique les intrusions, met en corrélation les signatures, les heures, les chemins. D'autres agences de renseignement l'épaulent. L'ennemi n'est pas sur un champ de bataille visible. Il se cache dans des séquences de bits. Le FBI, lui, entre pour donner à cette guerre une forme judiciaire. Le Bureau fédéral commence à bâtir des équipes spécialisées en cybercriminalité, en contre-espionnage numérique. De nouveaux enquêteurs apprennent à lire non plus seulement des dossiers papier, mais des logs, des captures réseau, des images de disques durs. Les lois classiques rencontrent un territoire nouveau, sans frontières claires, sans empreinte digitale, où les preuves s'effacent d'elles-mêmes si l'on tarde. Le Department of Defense renforce ses lignes. Sa Defense Information Systems Agency, la DISA, déploie ses experts. Des Computer Emergency Response Teams militaires se dressent en avant-poste. Ils analysent, alertent, colmatent. Côté civil, le CERT Coordination Center de Carnegie Mellon observe, recense, coordonne. Universités, laboratoires, organismes publics commencent à échanger des indicateurs, des adresses, des signatures. Des ponts se tendent entre militaires et civils, chacun apportant des fragments d'un puzzle plus vaste. Peu à peu, les pièces s'assemblent. Les mêmes motifs réapparaissent dans des incidents qui, jusque-là, semblaient indépendants. Ça commence par un simple compte compromis, puis un sniffer déployé sur un segment réseau, puis un rootkit installé au cœur du système pour cacher la présence de l'intrus, camoufler les processus, falsifier les commandes. Les journaux systèmes se vident, se trouent, se tordent. Les dates disparaissent, les connexions suspectes s'effacent. Des canaux dissimulés s'ouvrent dans le trafic ordinaire, comme des voûtes cachées dans une rivière, permettant aux données de glisser vers l'extérieur sans alerter. Les connexions suivent des schémas étranges. Elles rebondissent sur des serveurs dans plusieurs pays, comme si elles hésitaient, comme si elles se cachaient dans la foule. Pourtant, derrière cette dispersion, une régularité se dessine. Les chemins se ressemblent. Les horaires se recoupent. Des segments de code identiques, des scripts jumeaux se retrouvent sur des systèmes très différents. Et puis, un autre indice pèse de tout son poids, les points finaux, ces plages d'adresses IP qui, malgré tous les rebonds, finissent par se répéter. Encore et encore,
elle renvoie vers des infrastructures, des fournisseurs d'accès, des réseaux situés en Russie. Les enquêteurs notent ces chiffres glacés. Ils n'écrivent pas encore un nom. Ils n'accusent pas encore un État. Mais la carte commence à se teinter de la même couleur, là-bas, à l'est. En 1996, puis au début de 1997, un choix se présente, lourd de conséquences. Les agences américaines peuvent fermer les accès compromis, forcer les mots de passe, débrancher les machines, éteindre le feu. Ou bien elles peuvent observer, laisser la porte entr'ouverte, guetter ce qui entre et ce qui sort, comprendre. Elles choisissent l'attente vigilante. Sur certains réseaux, les défenseurs décident de ne pas couper immédiatement les intrus. Au contraire, ils dressent une scène. Ils améliorent la journalisation, approfondissent les logs, installent des systèmes de détection d'intrusion. Chaque commande tapée par l'ennemi, chaque fichier transféré, chaque adresse contactée devient une pièce à conviction. Les systèmes se transforment en pièges, où l'on laisse l'autre croire qu'il avance librement, alors que chaque pas est noté. Au niveau fédéral, les informations cessent de rester isolées dans les tiroirs de chaque agence. Des efforts de centralisation se mettent en place. Des incidents jusque-là traités comme des histoires locales, un bris de sécurité dans une université, un accès suspect dans un laboratoire, un problème étrange dans un réseau militaire, se découvrent frères. Les analystes tracent des lignes entre ces points. Ils voient naître une constellation inquiétante. Les rapports internes changent de ton. Ils ne parlent plus seulement de pirates opportunistes, de jeunes hackers imprudents. Ils décrivent une campagne, structurée, persistante. Les cibles ne sont pas choisies au hasard. Défense, recherche spatiale, énergie, universités liées par contrat au gouvernement fédéral. Les méthodes sont récurrentes, disciplinées. L'ennemi revient, patiemment, jour après jour, mois après mois. À la veille de 1997, un sentiment grandit dans les couloirs de la sécurité et du renseignement américain. Quelque chose d'ample est en cours. Une opération, sans nom encore, lente, silencieuse, étalée dans le temps. Des réseaux sensibles sont déjà touchés. Des preuves s'accumulent. Exfiltration de documents, transfert de plans, copiage de codes sources, vol de recherches en cours. Mais au dehors, le silence règne. Le public ignore tout. Les communiqués ne disent rien. Les conversations restent enfermées dans des salles sécurisées, dans des rapports marqués du sceau du secret. Pourtant, dans l'ombre, les protagonistes se préparent. Des équipes naissent, chargées d'élaborer une réponse plus coordonnée. On débat des modes d'action de l'adversaire, de son origine, de ses objectifs. Les États-Unis pressentent qu'ils ne sont plus devant une série d'incidents isolés, mais devant un front nouveau. À partir de 1997, les incidents épars se soudent dans l'esprit des enquêteurs. Les équipes du Department of Defense, de la NSA, du FBI, rapprochent les dates, les signatures, les cibles. Ils voient une seule main derrière des centaines de doigts. Une même logique parfume tous ces actes. Au cœur des documents internes, on baptise cette campagne Moonlight Maze, le labyrinthe au clair de lune. Une image de couloirs nocturnes, de chemins tortueux, d'ennemis invisibles qui progressent sous une lumière pâle, entre ombres et reflets. Moonlight Maze devient un mot de passe pour désigner un défi sans précédent. On trace les limites de cette enquête. Elle couvrira les réseaux du Department of Defense, du Department of Energy, les systèmes de la NASA, mais aussi les universités et les laboratoires de recherche qui vivent sous contrat fédéral. Les chercheurs qui étudient l'aéronautique, les armes, l'énergie, l'espace, deviennent des cibles d'importance stratégique. Leurs machines, autrefois banales, s'illuminent comme des positions fortifiées.
Une cellule interagence prend forme. Autour d'une même table viennent s'asseoir analystes techniques, enquêteurs, spécialistes du contre-espionnage. Ils parlent le même langage, celui des traces numériques, des flux réseaux. Mais chacun porte une mission différente. Comprendre, prouver, attribuer. Moonlight Maze n'est plus un bruit confus. C'est une opération à suivre au jour le jour. Les cibles se révèlent peu à peu. Au Department of Defense, des systèmes contenant des informations sur la planification militaire sont touchés. Des données de logistique, des schémas technologiques, des recherches avancées se trouvent copiées, aspirées. Au Department of Energy, les laboratoires nationaux, gardiens de la recherche nucléaire, énergétique et de sciences de pointe, découvrent à leur tour les marques de l'intrus. Ils hébergent des programmes dont la valeur dépasse l'imagination d'un simple voleur. La NASA n'est pas épargnée. Ces réseaux, chargés de données techniques sur les missions spatiales, sur les plateformes orbitales, sur les expériences scientifiques, sont visités sans autorisation. Les intrus s'intéressent aux détails, aux plans, aux codes, aux résultats de recherche. Ils cherchent l'intime de la technologie américaine. Les universités deviennent des portes privilégiées. Sous des façades tranquilles de bibliothèques et d'amphithéâtres, leur système de recherche travaille, souvent connectés à des projets financés par le gouvernement fédéral. Défense, aéronautique, énergie, les mêmes mots-clés reviennent. Les intrus y trouvent des passerelles vers des réseaux plus protégés. Des points d'entrée moins surveillés, plus ouverts, dans un écosystème où la collaboration scientifique a longtemps compté plus que la défense numérique. Plus tard, des responsables américains parleront de volumes importants de données exfiltrées. Plans techniques, codes sources, documents de recherche, informations administratives. Ils parleront de gigaoctets, de montagnes de fichiers. Mais dans ces années-là, 1997, 1998, ce qui compte, ce n'est pas seulement la quantité, c'est la durée, la persistance. L'ennemi reste, il revient, il apprend. Ces techniques se dévoilent peu à peu. Toujours ces vulnérabilités dans les démons réseaux Unix, longtemps connus, jamais corrigés partout. Elles permettent de prendre des privilèges élevés, de devenir maître du système. Les sniffers continuent de capturer les mots de passe en clair, glissant d'une machine à l'autre, étendant l'empreinte de l'attaque. Des rootkits s'installent, comme des racines empoisonnées, altérant les commandes du système, masquant fichiers et processus malveillants. Les journaux, une fois encore, sont effacés, altérés, tordus, pour que le chemin de l'intrus se perde dans l'oubli. L'exfiltration de données, elle, s'opère par des canaux dissimulés. Certaines connexions sont chiffrées. D'autres cachent les transferts dans du trafic banal, au milieu d'échanges légitimes. Comme des lettres secrètes glissées dans un sac de courrier officiel. Des chaînes de rebond multi-hop masquent l'origine. Des systèmes compromis dans plusieurs pays servent de tremplin, créant une forêt de faux points de départ. Puis vient la découverte qui cristallise les soupçons. Un serveur relais en Russie. Les enquêteurs américains identifient une machine Unix là-bas, comme un nœud majeur dans le labyrinthe. Ce serveur, situé chez un fournisseur d'accès russe, apparaît comme un pivot. Un carrefour. Une plaque tournante par laquelle passent de nombreuses connexions vers les réseaux américains compromis. Son nom, son adresse, son emplacement exact apparaîtront plus tard dans des documents publics. Mais dès à présent, il devient, pour les enquêteurs, une pièce maîtresse du puzzle. Les États-Unis doivent alors franchir une frontière sensible. Ils demandent officiellement l'aide des autorités russes. Il s'agit d'accéder aux journaux de ce serveur, de voir ce qui s'y est joué. Une coopération s'engage, limitée, prudente, comme une danse entre anciens adversaires. Des techniciens examinent ensemble certains éléments du serveur. Les Américains ne contrôlent pas directement la machine.
Ils observent à travers le filtre de cette collaboration fragile. Ce qu'ils y trouvent confirme leurs craintes. Des fichiers et des outils liés aux intrusions dans les systèmes américains gisent sur ce serveur relais. Des traces directes de connexion vers des réseaux du Department of Defense, du Department of Energy, de la NASA, des universités. Le lien avec Moonlight Maze ne fait plus de doute pour ceux qui voient ces preuves. Mais l'attribution politique, elle, reste suspendue, enveloppée de précautions. Pendant ce temps, les défenseurs adoptent une stratégie risquée, mais nécessaire. Sur certains systèmes, ils laissent les intrus actifs, sous étroite surveillance. Chaque commande de l'adversaire est enregistrée. Chaque tentative d'accès est notée. Des systèmes de détection d'intrusion plus avancés sont déployés. Les mécanismes de journalisation se font plus précis, plus lourds. Les flux capturés révèlent des scripts, des outils, des méthodes de chiffrement. Les analystes de la NSA et d'autres entités techniques étudient ces artefacts, repèrent les habitudes, les erreurs, le style même de l'ennemi. Les activités observées sur les réseaux du Department of Defense, du Department of Energy, de la NASA, des universités, se répondent. Elles semblent synchronisées. Les mêmes types de scans, les mêmes heures d'action, les mêmes enchaînements de commandes. C'est une orchestration. Une campagne unique et non une pluie désordonnée d'attaques isolées. Moonlight Maze prend corps comme une opération stratégique, un effort systématique d'espionnage informatique. Face à cela, la réaction interne américaine se durcit. À partir de 1998-1999, des directives de sécurité renforcées se diffusent dans les agences fédérales. Les responsables exigent l'application accélérée des correctifs de sécurité. Les politiques de mots de passe sont revues, les réseaux sont segmentés. On coupe des liens, on cloisonne des systèmes qui, jusque-là, s'ouvraient généreusement les uns aux autres. Des audits de sécurité massifs se lancent dans les systèmes du DoD, du DOE, de la NASA et dans d'autres organismes. On cherche chaque faille, chaque vulnérabilité déjà exploitée ou exploitable. Les pare-feux se généralisent. Les systèmes de détection d'intrusion se déploient plus largement. Des procédures formalisées de réponse aux incidents se développent. Les administrateurs systèmes, dans les universités et les laboratoires sous contrat fédéral, reçoivent des alertes, des guides, des formations. Ceux qui étaient des points d'entrée faciles, parce qu'ils n'étaient pas conçus pour être des forteresses, deviennent des checkpoints surveillés. Sur la scène politique et diplomatique, des débats s'ouvrent dans les couloirs du pouvoir. Comment nommer ces intrusions ? S'agit-il de simples actes criminels, d'espionnage classique par d'autres moyens ou d'une forme nouvelle d'agression ? Au sein du gouvernement américain, on discute de l'ampleur de Moonlight Maze, de la nature des informations volées, de la sophistication de l'attaque. Les regards se tournent vers Moscou. Entre Washington et la capitale russe, des contacts diplomatiques ont lieu. Des échanges sur la cybercriminalité, sur la sécurité de l'information. Mais aucune déclaration publique ne vient encore pointer un État du doigt de façon formelle. Les indices techniques disent « Russie ». Les infrastructures parlent cette langue. Mais la parole officielle, elle, reste mesurée, prudente, enfermée dans des formulations ambiguës. En 1999, le secret commence pourtant à se fissurer. L'existence de l'opération Moonlight Maze est révélée au grand jour par des responsables américains. Des articles paraissent dans les grands médias. Le public découvre que les réseaux du Department of Defense, du Department of Energy, de la NASA et plusieurs universités ont été infiltrés pendant des années. Des voix officielles confirment que d'importantes quantités de données sensibles ont été copiées, transférées vers l'étranger. Les responsables parlent d'une campagne sans précédent. La durée, l'ampleur, la sophistication. Moonlight Maze est présenté comme l'une des premières grandes opérations d'espionnage informatique à grande échelle dirigées contre les États-Unis. Le nom, jusqu'ici enfermé dans des documents classifiés, se répand dans les journaux, dans les briefings, dans les débats publics. Il devient un repère. Puis vient le temps du reflux.
À partir de 1999, peu à peu, les activités attribuées à Moonlight Maze diminuent sur les réseaux gouvernementaux américains. Les mesures de sécurité renforcées produisent leur effet. Des systèmes compromis sont nettoyés, fermés, durcis. Les comptes volés sont désactivés. Les rootkits sont traqués, supprimés. Les logiciels vulnérables sont mis à jour. Les schémas d'intrusion spécifiques à Moonlight Maze cessent d'apparaître sur les réseaux surveillés. Les rapports publics mentionnent l'interruption de ces activités, même si, dans l'ombre, tous savent qu'un adversaire qui a su se montrer aussi patient peut choisir de changer de peau. Le bilan des dommages, lui, reste en grande partie voilé. Des responsables américains reconnaissent que des données classifiées et non classifiées, mais sensibles, ont été exfiltrées. Des informations sur des systèmes d'armement, des recherches scientifiques, des éléments liés aux infrastructures critiques. On parle d'une opération qui dure plusieurs années, au moins de 1996 à 1999, avec une présence persistante dans de nombreux réseaux. La quantité totale de données volées ne peut être chiffrée publiquement. Elle est décrite comme très importante, sans plus de détails. Les listes complètes des documents compromis restent secrètes, enfermées derrière des portes sécurisées, car beaucoup de ces informations sont encore trop sensibles. Sur la question de l'attribution, un fil ténu mais constant se tisse dans les sources publiques. Des responsables américains rappellent que les infrastructures utilisées, les serveurs relais, les points de rebond, se trouvaient en Russie. Des analyses publiques évoquent la forte probabilité d'une implication d'acteurs liés à l'État russe, compte tenu des cibles visées et de la sophistication de l'opération. Pourtant, aucune déclaration officielle, claire, définitive, ne vient pointer une entité gouvernementale russe précise. Le gouvernement américain garde ses cartes près du corps. Dans les études et rapports ultérieurs, Moonlight Maze est souvent cité comme un exemple précoce d'opération d'espionnage informatique associée à la Russie. Mais les éléments de renseignement les plus fins restent classifiés, hors de portée des regards. Pour les institutions américaines, Moonlight Maze n'est pas seulement une blessure, c'est un tournant. Le Department of Defense renforce ses capacités de cybersécurité. On parle désormais de détection et de réponse aux intrusions persistantes comme d'un pilier de la défense nationale. L'affaire contribue à faire naître, au niveau fédéral, la conscience d'un besoin vital, celui de structures dédiées à la cyberdéfense, de véritables commandements pour ce nouveau domaine. Des évolutions ultérieures, des entités spécialisées au sein du DoD, du Department of Homeland Security, trouveront là une partie de leur origine. Les enseignements de Moonlight Maze imprègnent les politiques de sécurité des systèmes d'information. On remet en question la gestion des vulnérabilités, la surveillance des réseaux, la protection des données sensibles. Des programmes de formation et de sensibilisation à la cybersécurité se développent pour les administrateurs, les responsables, les utilisateurs dans les agences fédérales et les institutions partenaires. Il ne s'agit plus seulement de garder des portes physiques, mais de défendre des portes invisibles, ouvertes sur le reste du monde. Dans les analyses publiques et académiques, Moonlight Maze gagne une place singulière. Il est classé parmi les premières grandes opérations d'espionnage informatique transnationales documentées visant les États-Unis. Il devient un cas d'étude dans les travaux sur la guerre de l'information, sur la cyberdéfense, sur la sécurité nationale. On s'y réfère pour expliquer le danger des intrusions persistantes, la portée de l'exfiltration de données, la difficulté de l'attribution. Les juristes, les stratèges, s'en servent pour nourrir les débats sur la qualification juridique de ce type d'attaque. Espionnage? Acte hostile? Acte de guerre? Moonlight Maze pèse dans la réflexion sur les réponses qu'un État peut ou doit apporter à ce genre d'agression silencieuse. Peu à peu, l'affaire influencera aussi la perception publique et politique de la vulnérabilité des infrastructures numériques américaines.
L'idée qu'un adversaire lointain peut se glisser au cœur des réseaux, copier des secrets d'armement, pénétrer des laboratoires nucléaires, flotter dans les systèmes de la NASA, s'installe dans les esprits. La frontière entre paix et conflit se trouble. Elle se déplace dans les fibres optiques, dans les câbles sous-marins, dans les serveurs et les pare-feux. Sur le plan technique, Moonlight Maze devient un repère. Les caractéristiques de l'opération, les cibles, les méthodes, l'infrastructure, servent de base de comparaison pour des campagnes ultérieures, souvent attribuées à des acteurs russes. Des sociétés de cybersécurité, des institutions de recherche évoquent Moonlight Maze comme un ancêtre, un précurseur de groupes d'intrusion qui recevront plus tard d'autres noms. Pourtant, dans les documents publics officiels, jamais n'apparaît une chaîne d'attribution complète, détaillée, reliant de manière exhaustive Moonlight Maze à ses opérations plus récentes. Trop d'éléments restent classifiés. Trop de cartes restent dans l'ombre. Sur le terrain des pratiques de sécurité, cependant, l'héritage est concret. Les correctifs de sécurité sont désormais appliqués de manière plus systématique. La gestion des vulnérabilités devient une discipline, non plus une corvée laissée au hasard. L'usage de mots de passe en clair sur les réseaux est progressivement abandonné. Des mécanismes d'authentification plus robustes se généralisent. Les sniffers, qui jadis capturaient sans peine les identifiants, perdent une partie de leur puissance. Les capacités de journalisation, de corrélation d'événements, d'analyse forensique numérique se renforcent. Les équipes d'intervention peuvent reconstituer avec plus de précision le chemin d'une intrusion, l'ampleur des dégâts. Les scénarios inspirés de Moonlight Maze entrent dans les exercices de cybersécurité, dans les simulations de crise. On rejoue, pour mieux s'y préparer, l'histoire de cet ennemi invisible qui se glisse dans les systèmes sous un clair de lune virtuel. Dans les ouvrages spécialisés, dans les rapports d'experts, dans les articles académiques, Moonlight Maze revient sans cesse. Il marque un jalon. Il signale le moment où le monde passe de quelques piratages isolés, souvent liés à des individus, à des campagnes structurées, prolongées, stratégiques, menées contre des États. Mais, malgré tous ces travaux, des zones restent dans la pénombre. On ne connaît pas l'organisation interne des attaquants, ni leur chaîne de commandement, ni le volume exact des données volées. Ces réponses dorment probablement dans des archives classifiées, dans des rapports qui ne verront jamais la lumière publique. Derrière ce nom, il y a les nuits blanches des analystes, les câbles qui palpitent, les serveurs relais perdus dans les ruelles d'un fournisseur d'accès russe, les décisions prises dans des salles sans fenêtres. Il y a une leçon aussi, gravée dans le silence des réseaux. Dans le monde nouveau, aucune forteresse n'est inviolable, et ceux qui croient être en paix peuvent déjà être, sans le savoir, au cœur du labyrinthe.